Library. Il existe un moment précis, presque invisible, où tout bascule. La plupart des gens passent à côté sans même s'en rendre compte. Ils sentent seulement que quelque chose cloche. Que malgré leurs efforts, leur intelligence, leur discipline, la vie reste lourde. Comme si une porte restait fermée alors qu'ils font pourtant tout correctement. Ce moment a une cause, et cette cause n'est jamais expliquée. Pas à l'école, pas dans les livres classiques, pas dans les discours sur la réussite. Ce que je vais te dire maintenant ne prendra son sens que plus tard dans ce livre. Pour l'instant, accepte juste ceci. Il y a une règle cachée qui gouverne l'argent, la trajectoire professionnelle, l'influence et même la paix intérieure. Tant que tu ne la vois pas, tu joues à l'aveugle. Et même quand tu gagnes, tu perds quelque chose d'essentiel. Cette règle n'a rien à voir avec le travail, le mérite ou la morale. Elle agit avant tout ça. Elle agit en silence. Et elle agit déjà dans ta vie, maintenant. Tu la verras clairement dans un chapitre clé plus loin, mais si je te la donnais tout de suite, tu ne la reconnaîtrais pas. Alors commençons autrement. Regarde ton parcours avec honnêteté. As-tu déjà eu l'impression de faire exactement ce qu'il fallait, au bon moment, avec des bonnes intentions, et pourtant sentir une résistance diffuse? Pas un échec net, plutôt un ralentissement constant. Des opportunités qui n'aboutissent pas, des relations qui plafonnent, de l'argent qui entre puis disparaît, une fatigue mentale difficile à expliquer. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus un manque de talent, c'est un décalage. Un décalage entre ce que tu fais et la position intérieure depuis laquelle tu le fais. La plupart des jeunes adultes ambitieux confondent mouvement et progression. Ils avancent vite, mais dans la mauvaise direction intérieure. Alors ils compensent, ils travaillent plus, ils consomment plus de contenu, ils se disciplinent davantage. Et plus ils forcent, plus la résistance augmente. À ce stade, beaucoup concluent que la réussite est dure par nature. Ils se résignent, d'autres s'endurcissent. Mais très peu posent la vraie question. Pas comment faire plus, mais depuis quel endroit intérieur suis-je en train de vivre ma vie? Un mentor millionnaire observe toujours ce point en premier. Il sait que l'extérieur est une conséquence retardée. Le compte bancaire, le statut social, les résultats visibles sont que des effets. La cause est ailleurs, invisible, silencieuse, stable. Prenons l'argent. 2 personnes gagnent la même somme. L'une se sent constamment en insécurité, l'autre est calme. La première perdra tôt ou tard ce qu'elle gagne. La seconde construira. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'identité financière. La même logique s'applique à la carrière. Certains montent sans bruit, d'autres font du bruit sans monter. La différence ne se voit pas sur un CV. Elle se ressent dans la posture, dans la manière de parler, de choisir, de dire non, dans la capacité à ne pas se trahir pour une validation à court terme. Ce chapitre est là pour installer une base, pas une méthode, une lucidité. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé, tu n'as pas raté quelque chose. Tu as simplement appris à jouer avec les mauvaises règles. On t'a appris que l'effort crée la valeur, que le sacrifice est noble, que la tension est normale quand on veut réussir. Ces idées sont utiles pour faire tourner un système, pas pour libérer un individu. Elles produisent des travailleurs efficaces, pas des créateurs souverains. Et la différence entre les deux est immense. Le créateur ne court pas après la vie, il la structure depuis l'intérieur. Il ne se définit pas par ce qu'il espère obtenir, mais par ce qu'il décide d'incarner. C'est pour cela qu'il attire sans demander, qu'il influence sans forcer, qu'il avance sans s'épuiser. Cela ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, cela veut dire que son travail n'est pas une tentative de prouver sa valeur. Il est une extension naturelle de qui il est. Pose-toi cette question maintenant et réponds-y honnêtement. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui est une expression de ton identité ou une tentative de compenser un doute? Cette question change tout. Beaucoup vivent dans une identité de demande. Demande de reconnaissance, demande de sécurité, demande de permission implicite. Et cette identité colore chaque action, même brillante, même courageuse. La vie répond toujours à l'identité, jamais à l'effort isolé. Voilà pourquoi 2 personnes peuvent suivre les mêmes conseils et obtenir des résultats opposés. L'une agit depuis la peur de manquer, l'autre depuis la certitude intérieure. La peur crée du bruit, la certitude crée de la clarté. Le monde est extrêmement sensible à cette différence, même si personne ne la nomme, même si elle n'est jamais expliquée. Les opportunités vont vers la clarté, les relations solides aussi, l'argent également. Pas par magie,
par cohérence. Ce livre va te montrer comment déplacer ton centre de gravité intérieur, pas en ajoutant des couches de complexité, en retirant ce qui te maintient dans une identité qui n'est plus la tienne. Tu verras plus loin pourquoi certaines personnes semblent protégées par la vie alors que d'autres semblent constamment testées. Ce n'est pas une faveur, c'est une position intérieure. Et cette position se choisit, mais jamais tant que tu crois que le problème est à l'extérieur. Le premier pas est toujours inconfortable. Il consiste à arrêter de se raconter que plus d'efforts réglera un problème de posture. L'effort amplifie toujours l'identité depuis laquelle il est produit. Si cette identité est basée sur le manque, tu amplifieras le manque. Si elle est basée sur la clarté, tu créeras la création. Un mentor millionnaire n'enseigne pas d'abord comment gagner plus. Il enseigne à ne plus se placer en dessous de la vie. Comment cesser de négocier avec soi-même. Comment se tenir intérieurement droit avant que le monde ne s'aligne. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une condamnation, c'est un indicateur. Et cet indicateur te montre exactement où se situe ton point de bascule. Tu comprendras plus tard pourquoi certaines décisions, prises dans un état précis, déclenchent des chaînes de synchronicité, et pourquoi d'autres, prises dans la tension, ferment tout sans raison apparente. Pour l'instant, retiens ceci. Rien ne changera durablement tant que tu n'auras pas changé l'endroit intérieur depuis lequel tu te présentes au monde. Ce chapitre ne te donne pas encore la clé, il t'indique la porte. La clé viendra, et quand elle viendra, tu comprendras pourquoi beaucoup de gens travaillent dur toute leur vie sans jamais sentir qu'ils sont à leur place, et pourquoi d'autres semblent avoir trouvé quelque chose d'invisible, mais de définitif. Laisse-moi te poser une question importante. Si le vrai levier de ta réussite n'était pas ce que tu fais, mais la position intérieure depuis laquelle tu fais tout, serais-tu prêt à remettre en question ton identité actuelle pour accéder à ce niveau de jeu? Chapitre 2. L'endroit invisible d'où tout part. Si tu écoutes attentivement ta vie, elle te parle déjà. Pas avec des mots, avec des répétitions. Les mêmes types de blocages, les mêmes plafonds, les mêmes scénarios qui changent de décor mais pas de structure. Beaucoup appellent ça le destin, d'autres la malchance. En réalité, c'est bien plus précis que ça. C'est mécanique. Et ce mécanisme part toujours d'un point que presque personne n'observe. Ton point de départ intérieur. Pas ce que tu veux, parce que tu dis, mais l'endroit psychologique depuis lequel tu prends chaque décision. C'est ici que l'open loop du premier chapitre commence à se resserrer. Il existe un lieu intérieur à partir duquel tu opères sans même le savoir, comme une caméra invisible qui filme toute ta vie. Tant que cette caméra est mal placée, même les meilleures actions produisent des images floues. La majorité des gens vivent depuis un point intérieur instable. Ils réagissent, ils s'ajustent, ils anticipent, ils se défendent. Ils vivent légèrement en retrait de leur propre existence. Ils sont là, mais pas ancrés. Ce positionnement crée une vibration subtile, une vibration de prudence, de retenue, de demande silencieuse. Et cette vibration est immédiatement lue par le monde, pas consciemment, structurellement. Prenons un exemple simple. 2 personnes entrent dans une pièce pour proposer une idée. La première espère convaincre, la seconde expose. La première cherche des signes d'acceptation, la seconde observe les réactions sans s'y soumettre. Même discours, même idée, effet radicalement différent. Pourquoi? Parce que l'une parle depuis un point intérieur inférieur, l'autre depuis un point intérieur stable. Le monde répond toujours à celui qui est déjà posé, jamais à celui qui cherche à l'être. Ce point intérieur se construit très tôt, souvent dans l'enfance, par des micro-expériences répétées. Être récompensé quand on s'adapte, être sanctionné quand on affirme, être aimé quand on se conforme. Petit à petit, une posture se crée. Une posture où l'on agit en fonction de l'extérieur, où l'on attend que quelque chose valide notre mouvement. Cette posture devient invisible, normale et extrêmement coûteuse, parce qu'elle t'oblige à vivre en réaction permanente. Même quand tu réussis, tu restes en tension. Même quand tu gagnes, tu doutes. Même quand tu avances, tu regardes derrière. Un mentor millionnaire repère cette posture immédiatement. Chez lui d'abord, chez les autres ensuite. Il sait que tant qu'il agit depuis un point intérieur dépendant, tout succès sera fragile. Alors, il fait un choix radical. Il déplace son centre.
Il cesse de se définir à partir des résultats, il commence à se définir à partir de sa position intérieure. Ce n'est pas de la confiance artificielle, c'est de la cohérence. Une cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Cette cohérence crée un calme très particulier. Un calme qui n'est pas passif, un calme dense, stable, presque magnétique. Les opportunités reconnaissent ce calme, les personnes aussi, l'argent également. Non pas parce qu'il y a une formule magique, mais parce que ce calme indique une absence de besoin, et le besoin est toujours un signal de faiblesse structurelle. Beaucoup confondent ambition et agitation. L'agitation vient d'un point intérieur instable, l'ambition véritable vient d'un point intérieur posé. L'une fatigue, l'autre construit. L'une cherche à combler, l'autre à exprimer. Pose-toi une question maintenant. Quand tu prends une décision importante, est-ce que tu la prends pour affirmer ce que tu es ou pour éviter ce que tu crains? La majorité des décisions sont prises pour éviter de manquer, éviter de décevoir, éviter de perdre. Et chaque décision prise depuis l'évitement renforce un point intérieur fragile. À l'inverse, chaque décision prise depuis l'affirmation renforce un point intérieur souverain. Ce point intérieur n'a rien à voir avec l'ego. L'ego cherche à se protéger. La souveraineté cherche à être alignée. L'ego réagit, la souveraineté choisit. La différence est subtile, mais déterminante. C'est cette différence qui explique pourquoi certaines personnes, même brillantes, stagnent, et pourquoi d'autres, parfois moins techniques, avancent avec fluidité. Le monde ne récompense pas l'intelligence brute, il récompense la clarté intérieure. Si ton centre est à l'extérieur, ta vie sera instable. Si ton centre est à l'intérieur, ta vie devient directionnelle. Elle commence à répondre, pas immédiatement, mais inévitablement. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils changent légèrement de posture intérieure, mais reviennent vite à l'ancienne dès que le monde ne confirme pas tout de suite. Ils testent la souveraineté comme une technique. Or, ce n'est pas une technique, c'est une identité. Et une identité demande de la constance. Le mentor millionnaire sait attendre sans douter, pas parce qu'il est patient, parce qu'il n'est plus dépendant du résultat pour se sentir légitime. Cette indépendance intérieure est le vrai luxe, plus rare que l'argent, plus puissant que le réseau. C'est elle qui te permet de dire non sans peur, de ralentir sans culpabilité, d'accélérer sans agitation, de rester stable quand les autres paniquent. Ce chapitre n'est pas là pour te donner un exercice, il est là pour t'aider à localiser ton point intérieur actuel. Observe-toi dans les moments de pression, observe ta respiration, ton corps, tes pensées. Cherches-tu à contrôler, à expliquer, à justifier, ou restes-tu présent, ancré, clair? Ton point intérieur se révèle toujours sous stress. C'est là que la vérité apparaît. Et cette vérité n'est ni bonne ni mauvaise, elle est informative. Si tu la vois, tu peux la déplacer, et ce déplacement change tout. Pas parce que la vie devient facile, mais parce qu'elle cesse de te tester inutilement. Dans les chapitres suivants, tu comprendras pourquoi ce point intérieur agit comme un signal permanent, pourquoi il attire certaines situations et en repousse d'autres, et surtout comment le stabiliser définitivement. Pas par la force, pas par la discipline brute, mais par une réorganisation profonde de ton rapport à toi-même. Pour l'instant, garde ceci en tête. Ta vie actuelle est fidèle à l'endroit intérieur depuis lequel tu la vis. Si tu veux une autre vie, tu dois d'abord changer d'endroit, pas géographiquement, intérieurement. Chapitre 3. Pourquoi l'effort ne crée pas la puissance? Il y a une croyance profondément ancrée chez les personnes ambitieuses. Plus je force, plus j'avance. Plus je souffre, plus je mérite. Cette croyance est valorisée socialement. Elle rassure. Elle donne l'impression de contrôler le résultat. Mais elle est fausse. Et tant que tu y crois, tu plafonnes sans comprendre pourquoi. L'effort n'est pas mauvais en soi. Ce qui est destructeur, c'est l'effort utilisé pour compenser une instabilité intérieure. Quand tu agis depuis la peur de manquer, chaque action devient lourde. Même une victoire devient stressante parce qu'elle doit être protégée. Même une réussite devient fragile parce qu'elle n'est pas alignée. C'est là que beaucoup se perdent. Ils confondent intensité et puissance. L'intensité épuise. La puissance simplifie. Observe quelqu'un qui force constamment. Il travaille beaucoup. Il pense tout le temps. Il anticipe sans cesse. Son esprit est rarement calme. Ce n'est pas parce qu'il est faible,
C'est parce qu'il agit depuis un état intérieur tendu. Et cet état contamine tout. Sa manière de parler, de négocier, de décider. Même son corps trahit cette tension. À l'inverse, regarde quelqu'un qui semble avancer avec fluidité. Il n'est pas inactif, mais il est précis. Il choisit ses combats. Il sait quand pousser et quand attendre. Et surtout, il ne confond jamais effort et valeur personnelle. Le monde ne répond pas à la quantité d'énergie dépensée. Il répond à la qualité de l'état intérieur. C'est une loi silencieuse. Un mentor millionnaire le sait. Il ne se glorifie jamais de l'effort. Il se demande toujours depuis quel état il agit. Si l'action part de la peur, il s'arrête. S'il sent la tension, il ajuste. Pas l'objectif, la posture. Beaucoup pensent que s'arrêter est un signe de faiblesse. En réalité, c'est souvent un signe de maturité intérieure. Continuer à pousser dans un état désaligné ne crée pas plus de résultats. Cela crée plus de friction, plus de fatigue, plus de confusion. Tu as peut-être déjà vécu ça. Travailler dur sur quelque chose qui semble ne jamais se débloquer. Puis, un jour, tu changes d'état. Tu lâches mentalement. Tu redeviens clair. Et soudain, sans plus d'effort, les choses se mettent en place. Ce n'est pas un hasard, c'est un changement des signaux. L'effort utilisé pour exprimer une identité stable est productif. L'effort utilisé pour combler un doute est destructeur. La différence est invisible de l'extérieur, mais elle est déterminante. Pose-toi une question simple. Quand tu travailles, est-ce que tu cherches à construire ou à prouver? Construire est calme, prouver est tendu. Construire accepte le temps, prouver le combat. Beaucoup de gens très compétents restent bloqués parce qu'ils travaillent pour justifier leur place. Ils veulent être vus, reconnus, validés. Et cette attente se ressent. Elle affaiblit leur signal. À l'inverse, celui qui agit depuis une identité claire n'a rien à prouver. Il avance, il expose, il propose, et le monde s'ajuste. Pas par gentillesse, par cohérence. Ce chapitre est crucial parce qu'il démonte un mythe dangereux, celui que la réussite est proportionnelle à la souffrance. Ce mythe crée des individus fatigués, mais rarement souverains. La vraie question n'est jamais combien d'efforts tu fournis. La vraie question est depuis quel état intérieur tu agis. Si tu es aligné, l'effort devient directionnel. Chaque action compte. Si tu es désaligné, l'effort devient circulaire. Tu tournes en rond en t'épuisant. Un mentor millionnaire optimise toujours l'état avant l'action. Il sait que 10 actions posées depuis un état clair valent plus que 100 actions posées depuis la peur. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la lucidité stratégique. Ce chapitre te demande une honnêteté radicale. Regarde ton quotidien. Regarde ton niveau de tension. Regarde ta relation au repos. Si tu culpabilises quand tu ralentis, ce n'est pas un problème de discipline, c'est un problème d'identité. Tu crois encore que ta valeur dépend de ton agitation. Tant que cette croyance reste active, l'effort restera ton refuge, et la puissance restera inaccessible. Dans les prochains chapitres, tu comprendras comment transformer l'effort en expression naturelle, et non en lutte permanente. Pour l'instant, observe. Observe quand tu forces. Observe pourquoi. Et demande-toi si ce que tu fais aujourd'hui vient d'une clarté intérieure ou d'une peur silencieuse. Chapitre 4. L'identité secrète qui décide avant toi. Avant chaque décision que tu crois consciente, quelque chose a déjà tranché. Pas ton intelligence, pas ta logique, ton identité. L'identité n'est pas ce que tu dis être, c'est ce que tu considères comme normal pour toi, ce que tu t'autorises sans lutter, ce que tu refuses sans réfléchir. Elle agit en amont de tout, et tant que tu ne la vois pas, elle dirige ta vie en pilote automatique. Beaucoup pensent choisir librement. En réalité, ils confirment une image intérieure ancienne. Ils prennent des décisions cohérentes avec ce qu'ils croient mériter, pas avec ce qu'ils pourraient créer. C'est pour cela que certaines opportunités ne sont même pas perçues comme telles. Elles sont invisibles à une identité qui ne s'y reconnaît pas. Prenons un exemple simple. 2 personnes reçoivent la même proposition. L'une hésite, analyse, doute. L'autre accepte calmement. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de normalité intérieure. Pour la seconde, cette opportunité correspond à qui elle est. Pour la première, elle crée une dissonance. Et face à la dissonance, l'esprit cherche à se protéger. Il trouve des excuses rationnelles. Trop risqué, pas le bon moment,
pas assez près. Ces phrases ne sont pas des analyses, ce sont des mécanismes de défense identitaire. Ton identité cherche avant tout la cohérence, même si cette cohérence te maintient petit, même si elle te limite, même si elle te frustre. C'est pour cela que changer de vie est si difficile, pas parce que les actions sont complexes, mais parce que l'identité actuelle ne reconnaît pas la nouvelle trajectoire comme sûre. Alors elle freine, elle sabote, elle retarde, et elle le fait avec subtilité. Tu crois procrastiner, tu crois manquer de discipline. En réalité, tu es fidèle à une image intérieure qui n'a pas encore évolué. Un mentor millionnaire ne travaille jamais directement sur les résultats, il travaille sur l'identité qui les rend inévitables. Il se demande toujours cette question simple. Qui dois-je être pour que cette situation devienne normale? Pas exceptionnelle, normale. L'identité fonctionne par seuil. Ce qui est en dessous du seuil est acceptable. Ce qui est au-dessus déclenche une tension. Tant que ton seuil intérieur est bas, tu rejetteras inconsciemment ce qui le dépasse, même si tu le désires consciemment. Voilà pourquoi tant de gens disent vouloir plus d'argent, plus de liberté, plus d'impact, tout en prenant chaque jour des décisions qui les maintiennent exactement là où ils sont. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'inconscience identitaire. L'identité se forme par répétition, de pensée, de choix, de renoncement silencieux. Chaque fois que tu te retiens, tu confirmes une image. Chaque fois que tu t'affirmes, tu la fais évoluer. Mais attention, l'ego adore les changements spectaculaires. L'identité, elle, évolue par micro-choix cohérents. Dire non quand tu aurais dit oui par peur, parler quand tu aurais gardé le silence pour être accepté, ralentir quand tu aurais accéléré pour te rassurer. Ces micro-actes déplacent ton seuil intérieur, et ce déplacement change tout. Tu n'as pas besoin de te convaincre que tu mérites plus, tu as besoin d'agir comme quelqu'un pour qui plus est cohérent. La conviction vient après, toujours. L'erreur classique consiste à attendre de se sentir prêt pour agir. Or, le sentiment de légitimité n'apparaît jamais avant le changement d'identité. Il apparaît après une série d'actes alignés. Le mentor millionnaire sait cela. Il ne demande pas la permission à ses émotions, il les observe. Il agit depuis une décision plus profonde, celle de ne plus négocier sa place intérieure. Ce chapitre est inconfortable parce qu'il retire une excuse majeure, celle de croire que tu es bloqué par l'extérieur. En réalité, tu es souvent bloqué par l'image que tu maintiens de toi-même. Une image héritée, rarement choisie consciemment, mais défendue avec acharnement. La bonne nouvelle, c'est que cette image n'est pas toi, c'est un costume, et un costume peut être changé. Pas d'un coup, mais avec constance. Dans les prochains chapitres, tu verras comment déplacer ton identité sans te violenter, sans te mentir, sans jouer un rôle. Pour l'instant, observe ceci. Là où tu hésites toujours, il y a une identité qui protège une ancienne version de toi. Et tant que tu la protèges, elle dirige. Chapitre 5. Le piège invisible du besoin. Il y a une énergie que le monde repère instantanément, avant les mots, avant les compétences, avant même les intentions. C'est l'énergie du besoin. Le besoin ne se dit pas toujours, il se ressent. Il se glisse dans la posture, dans le regard, dans le timing. Et dès qu'il est là, quelque chose se ferme, pas brutalement, subtilement. Les réponses ralentissent, les opportunités deviennent floues, les relations se déséquilibrent. Ce n'est pas une punition, c'est une loi. Le besoin est une déclaration silencieuse. Il dit « je n'ai pas ». Et la vie, toujours cohérente, répond en maintenant ce manque. Beaucoup de personnes ambitieuses vivent dans ce piège sans le voir. Elles veulent réussir, alors elles ont besoin que ça marche. Elles veulent être reconnues, alors elles ont besoin d'être validées. Elles veulent de l'argent, alors elles ont besoin que les chiffres montent. Et ce besoin contamine tout, même les bonnes actions, même les bons projets. Le besoin n'est pas un désir sain, c'est une dépendance intérieure, une dépendance au résultat pour se sentir entier. Et tant que tu es dépendant, tu n'es pas libre. Le monde ne fait jamais confiance à quelqu'un qui dépend de lui. Il teste, il retarde, il résiste. Observe les relations humaines. Plus quelqu'un a besoin d'être aimé, plus il devient invisible. Plus quelqu'un est à l'aise avec lui-même, plus il attire. Ce mécanisme est universel. Il ne concerne pas que l'amour. Il concerne l'argent, la carrière, l'influence.
Le besoin crée une asymétrie, et toute asymétrie crée une perte de pouvoir. Un mentor millionnaire traque le besoin en lui comme un signal d'alarme. Dès qu'il le sent, il sait qu'il agit depuis un point intérieur fragilisé. Alors il s'arrête. Il ne force pas, il ne négocie pas. Il rétablit d'abord sa stabilité intérieure, parce qu'il sait une chose essentielle. Ce n'est jamais le résultat qui crée la solidité intérieure, c'est la solidité intérieure qui rend le résultat possible. Le piège est subtil, parce que le besoin peut se déguiser en motivation, en ambition, en discipline. Mais pose-toi cette question simple. Si ce projet échouait, est-ce que ton identité s'effondrerait? Si la réponse est oui, alors tu agis depuis le besoin. Et tant que c'est le cas, tu donnes à la vie une position de supériorité. Tu attends qu'elle te confirme, tu attends qu'elle te rassure, tu attends qu'elle te donne la preuve que tu es légitime. Et la vie ne donne jamais ce genre de preuve. Elle attend que tu l'incarnes. Le vrai renversement se produit quand tu n'as plus besoin que ça marche pour te sentir aligné. Ce n'est pas du détachement passif, c'est une autonomie intérieure. Tu agis parce que c'est juste, pas parce que tu espères quelque chose en retour. À ce moment précis, tout change. Le ton de ta voix change, tes décisions deviennent plus nettes, tes refus plus clairs, tes oui plus rares et plus puissants. Et le monde commence à répondre différemment. Non pas parce que tu as manipulé quoi que ce soit, mais parce que tu n'es plus en demande. L'absence de besoin affaiblit toujours le signal. L'absence de besoin le clarifie. Ce chapitre te demande une lucidité inconfortable. Regarde où tu attends encore que quelque chose ou quelqu'un te sauve. Regarde où tu espères secrètement que le succès te donnera enfin le droit d'être en paix. C'est l'inverse qui fonctionne. La paix précède toujours la réussite durable. Le mentor millionnaire ne cherche jamais à remplir un vide. Il agit depuis un espace déjà plein. Et cet espace attire naturellement. Tu ne peux pas tromper la vie sur ce point. Elle sent toujours d'où tu agis. Si tu agis depuis le manque, elle t'apprend la patience. Si tu agis depuis la plénitude, elle t'ouvre des chemins. Pas immédiatement, mais sûrement. Dans les prochains chapitres, tu verras comment sortir définitivement de cette posture de besoin sans renoncer à ton ambition. Au contraire, en la rendant enfin efficace. Pour l'instant, observe. Observe où tu forces une réponse, où tu attends un retour, où tu conditionnes ta paix à un résultat futur. C'est là que le piège est actif. Chapitre 6. La loi silencieuse de la non-demande. Il existe une règle que personne n'enseigne clairement parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que le monde répète. Plus tu demandes, moins tu reçois. Pas parce que demander est mal, mais parce que demander place immédiatement ton esprit en dessous de ce que tu veux atteindre. La demande crée une hiérarchie invisible. Elle dit « Je suis dépendant de toi ». Et toute dépendance affaiblit le signal. Cette loi agit partout, dans l'argent, dans les relations, dans la carrière, dans l'influence. Et pourtant, elle reste incomprise. Beaucoup pensent que pour obtenir, il faut convaincre, se vendre, se justifier, se rendre acceptable. En réalité, ces comportements indiquent toujours un point intérieur instable. Le monde le ressent, et il recule, subtilement, sans explication claire. Un mentor millionnaire n'est pas quelqu'un qui ne demande jamais, c'est quelqu'un qui ne demande plus depuis le manque. Il n'attend pas que la vie lui donne le droit d'exister. Il avance depuis une position intérieure déjà validée. C'est cette position qui change tout. Prenons un exemple concret. Deux personnes cherchent un partenariat. La première a besoin que ça fonctionne. Elle ajuste son discours, elle minimise sa valeur, elle espère. La seconde expose une vision claire. Elle est prête à avancer avec ou sans cet accord. La première sera testée, la seconde sera respectée. Le monde respecte toujours celui qui peut se passer de lui. C'est paradoxal, mais fondamental. La non-demande n'est pas de l'arrogance, c'est de la souveraineté. Elle ne dit pas « je n'ai besoin de rien », elle dit « je ne négocie pas mon centre ». Et cette stabilité crée un champ de confiance autour de toi. Les gens le sentent, les opportunités aussi. Beaucoup vivent dans une demande permanente sans le voir. Demande d'attention, demande de validation, demande de reconnaissance. Même silencieuse, cette demande structure leur posture. Ils regardent les réactions, ils attendent des signes, ils ajustent leur énergie en fonction de l'extérieur. Et à force, ils perdent leur axe.
La non-demande, au contraire, repose sur un principe simple. Je fais ce qui est juste pour moi, indépendamment de la réponse immédiate. Ce principe est terrifiant pour l'ego, parce qu'il enlève le contrôle, mais il est libérateur pour l'identité, car il restaure la cohérence intérieure. Un mentor millionnaire sait que chaque fois qu'il agit pour obtenir quelque chose, il s'éloigne de sa puissance. Et chaque fois qu'il agit pour exprimer quelque chose, il s'en rapproche. Exprimer n'est pas imposer, c'est proposer sans attachement. Dire « voilà ce que je suis, voilà ce que je fais, voilà ce que je construis ». Libre à toi de rejoindre ou non. Cette liberté change la dynamique. Elle remet l'équilibre là où il doit être. La non-demande n'empêche pas la croissance. Elle la rend saine. Elle empêche la dépendance. Elle empêche l'épuisement. Elle empêche surtout la perte de soi en chemin. Ce chapitre te demande de regarder là où tu négocies encore, là où tu attends une réponse pour te sentir autorisé à avancer, là où tu demandes indirectement, par ton silence, par ta retenue, par ton besoin d'approbation. C'est là que ton pouvoir fuit. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as appris à fonctionner ainsi. La bonne nouvelle, c'est que ce schéma peut être arrêté instantanément. Pas en devenant dur, mais en devenant clair. La clarté coupe la demande à la racine. Quand tu sais qui tu es et ce que tu veux incarner, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu avances, et ceux qui sont alignés s'approchent. Les autres s'éloignent, et c'est parfait ainsi. Dans les prochains chapitres, tu verras comment cette loi transforme radicalement ta relation au travail, à l'argent et aux autres. Pour l'instant, fais une pause intérieure. Observe une seule situation actuelle. Demande-toi avec honnêteté, est-ce que j'agis ici pour exprimer ma vision ou pour obtenir une validation? La réponse te dira exactement où tu te situes. Chapitre 7. Le moment où tu cesses de réagir. Il y a une bascule précise qui sépare ceux qui subissent leur trajectoire de ceux qui la dirigent. Elle ne se voit pas de l'extérieur, elle ne fait pas de bruit, mais elle change définitivement la manière dont la vie te répond. Cette bascule, c'est la fin de la réaction automatique. Tant que tu réagis, tu vis dans le passé. Tu réponds à des stimuli, à des peurs anciennes, à des réflexes appris. Tu ajustes ton comportement en fonction de ce qui arrive, et ce faisant, tu confirmes exactement la réalité que tu dis vouloir quitter. Réagir, c'est laisser l'extérieur décider de ton état intérieur. Une remarque te déstabilise, un silence t'inquiète, un retard te met en tension, un chiffre te rassure ou t'angoisse. Chaque réaction semble justifiée, logique, humaine. Mais accumulées, elles forment une prison invisible. Une vie dirigée par ce qui arrive, jamais par ce que tu choisis. Le mentor millionnaire a compris très tôt que la réaction est l'ennemie silencieuse de la puissance, pas parce qu'elle est émotionnelle, mais parce qu'elle est prévisible. Et ce qui est prévisible est contrôlable, par les autres, par le marché, par les circonstances, par le bruit ambiant. Réagir, c'est être tiré hors de son axe, encore et encore. À l'inverse, ne pas réagir immédiatement crée un espace, un micro-espace, presque imperceptible. Mais dans cet espace naît le pouvoir, parce que dans cet espace, tu peux choisir. Tu peux observer ce qui se passe sans t'y identifier. Tu peux sentir l'impulsion sans lui obéir. Tu peux laisser passer la vague sans te noyer dedans. Ce n'est pas du détachement froid, c'est de la maîtrise intérieure. Et cette maîtrise change tout. Prenons une situation classique. Une opportunité tombe, mais elle est imparfaite. Le réactif dit oui par peur de rater, ou non par peur de se tromper. Le souverain ne répond pas tout de suite, il ressent, il observe, il laisse retomber la charge émotionnelle. Puis il choisit. Et son choix est rarement dicté par la peur. C'est pour cela qu'il avance plus lentement au début, mais beaucoup plus loin à la fin. La réaction donne l'illusion de la rapidité. La maîtrise crée la direction. Beaucoup confondent spontanéité et impulsivité. La spontanéité vraie vient d'un centre stable. L'impulsivité vient d'un centre instable. La première est fluide, la seconde est nerveuse, et le monde sent immédiatement la différence. Dans les relations, la réaction crée des jeux de pouvoir. Qui écrit en premier, qui répond plus vite, qui se tait, qui insiste. Tout cela est une danse de réaction. Celui qui sort de ce jeu devient immédiatement différent.
Il ne manipule pas, il n'esquive pas, il ne provoque pas. Il est simplement posé. Et cette posture crée un respect silencieux, parce qu'elle indique une chose rare, la capacité à rester soi-même quand l'extérieur tente de t'aspirer. Dans l'argent aussi, la réaction est coûteuse. Panique quand ça baisse, euphorie quand ça monte. Décision prise sous tension, ajustement constant. À long terme, cela détruit la clarté. Celui qui ne réagit pas aux fluctuations garde la vision. Il ne nie pas la réalité, il refuse simplement de s'y dissoudre. Ce chapitre est un tournant, parce qu'il ne te demande pas de faire plus, il te demande de faire moins mais mieux, de créer un espace entre le stimulus et ta réponse. Cet espace est inconfortable au début. L'ego déteste le vide, il veut agir, parler, corriger, se défendre. Mais si tu tiens cet espace, quelque chose se stabilise. Et quand cela se stabilise, ta vie commence à changer sans effort supplémentaire. Les gens te perçoivent différemment. Tu prends moins de décisions, mais elles sont plus justes. Tu parles moins, mais tes mots portent plus. Tu avances moins vite, mais tu ne reviens plus en arrière. La fin de la réaction n'est pas l'absence d'émotion, c'est la fin de l'obéissance automatique à l'émotion. Tu ressens toujours, mais tu choisis. Et ce choix te remet à la place qui était la tienne depuis le début, celle de l'architecte, pas du commentateur. À partir de ce chapitre, le livre change subtilement de ton. Parce que tu n'es plus en train de comprendre, tu commences à te repositionner. Et ce repositionnement rend certains anciens comportements impossibles. Non pas parce que tu luttes contre eux, mais parce qu'ils ne correspondent plus à l'endroit intérieur depuis lequel tu vis désormais. Chapitre 8. Le protocole de recalibrage qui renverse ton destin. Si tu as vraiment intégré le chapitre précédent, tu as déjà commencé à sentir quelque chose d'étrange, comme un silence nouveau derrière tes pensées, comme si ton esprit, d'habitude pressé de commenter, devenait capable d'attendre. C'est ici que la transformation devient réelle, parce que le piège n'est plus à l'extérieur, il est dans ton système intérieur, dans ta façon de te régler sur le monde. La plupart des gens vivent comme une radio mal réglée. Ils captent du bruit, des peurs collectives, des attentes familiales, des urgences inventées, puis ils prennent des décisions depuis cette fréquence. Ils appellent ça la vie. En réalité, c'est une programmation. Et si tu veux changer ta trajectoire, tu n'as pas besoin d'ajouter plus de stratégie. Tu as besoin de te recalibrer. C'est la partie que personne ne t'explique clairement, parce qu'elle fait peur au système qui aime les humains prévisibles. Un humain prévisible réagit. Un humain recalibré choisit. Ce chapitre te donne un protocole simple, mais il est dangereux si tu le prends au sérieux. Dangereux pour tes anciennes habitudes, dangereux pour tes anciennes relations, dangereux pour le vieux toi qui devait plaire, rassurer, courir, prouver. Recalibrer, ce n'est pas se motiver, c'est se remettre au centre, et la différence est immense. La motivation dépend des circonstances, le centre dépend d'une décision intérieure. Imagine une scène. Tom, 24 ans, bon diplôme, poste correct, mais il se sent sous-payé. Il veut demander une augmentation. Il répète ses arguments. Il prépare des chiffres. Il se raconte qu'il doit être irréprochable. Puis arrive le moment. Son chef le regarde, sourit à moitié, dit qu'on verra plus tard. Tom réagit. Il baisse son énergie, il se justifie, il accepte un vague plan. Il sort du bureau frustré, honteux, en colère contre lui-même. Il se dit qu'il n'a pas été assez bon. En réalité, son problème n'était pas l'argumentaire, son problème était le calibrage. Il est entré dans la pièce en demandant une place, pas en l'occupant. Il a envoyé un signal de dépendance et le monde répond toujours à ce signal par un report. Maintenant, imagine la même scène avec un recalibrage fait avant. Tom ne se prépare pas pour convaincre, il se prépare pour être clair. Il arrive avec une phrase simple. Il annonce une valeur, un cadre, une date. Il ne menace pas, il n'explique pas trop, il ne remplit pas le silence. Il laisse l'autre sentir que son centre ne bouge pas. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est une présence. Le chef peut refuser, négocier, proposer autre chose, peu importe. Tom ne se perd pas, il reste entier. Et cette intégrité change tout. Même si l'augmentation n'arrive pas ce jour-là, sa trajectoire change, parce que sa posture devient une nouvelle normalité intérieure. Voilà le protocole. Première étape, tu reconnais le signal, pas dans la tête, dans le corps.
l'instant où tu sens l'urgence, l'instant où tu veux répondre vite, l'instant où tu veux te défendre. Tu le sens dans la poitrine, dans le ventre, dans la gorge. C'est ton système qui réclame la vieille réaction. Ne le combats pas, observe-le. Tu peux même te dire intérieurement « je viens de capter une fréquence ». Deuxième étape, tu nommes le vrai moteur, pas le prétexte, le vrai moteur. Est-ce la peur de perdre, la peur d'être rejeté, la peur de manquer, la peur d'être vu? Parce que oui, beaucoup ont peur d'être vus. Ils disent vouloir réussir, mais ils tremblent à l'idée d'être exposés. Nommer le moteur fait tomber l'illusion. Tant que ce n'est pas nommé, ça dirige. Une fois nommé, ça devient un objet dans ta conscience, plus un maître. Troisième étape, tu poses une décision de centre, pas une décision d'action, une décision d'être. Tu choisis la posture intérieure qui correspond à la vie que tu veux. Tu ne choisis pas une phrase parfaite, tu choisis un état. Calme, clair, stable. Et ensuite seulement tu agis. C'est là que les choses deviennent presque surnaturelles, parce que tu ne changes pas seulement ton comportement, tu changes ton émission. Et le monde répond à l'émission, pas aux mots. Je vais être direct. Ce protocole fonctionne sur l'argent, parce que l'argent a une nature simple. Il va vers la clarté, il fuit la confusion. Il se colle à la valeur perçue. Et la valeur perçue dépend surtout de ton centre. Tu peux être compétent et pauvre si tu vibres demande. Tu peux être moyen et prospère si tu vibres cadre. C'est injuste moralement, c'est vrai mécaniquement. Même chose pour les relations. Prends Léa, 26 ans, amoureuse mais anxieuse. Elle veut que l'autre réponde vite. Elle surveille les messages, elle interprète, elle relance, elle réagit au moindre silence. Elle appelle ça aimer. En réalité, elle est en dépendance. Et la dépendance étouffe. Si elle se recalibre, elle garde la même affection, mais elle change de place intérieure. Elle cesse de demander une preuve. Elle redevient une personne complète. Curieusement, l'autre respire. Le lien s'assainit. Parfois, il se renforce, parfois, il s'arrête. Dans les deux cas, elle gagne, parce qu'elle arrête de mendier sa paix contre une réponse. Voilà ce que recalibrer veut dire. Tu ne mendies plus ta tranquillité, tu la produis. Je veux que tu t'observes maintenant, là, tout de suite. Dans ta vie actuelle, quel est ton déclencheur principal? L'argent, la reconnaissance, la solitude, la comparaison, le temps, les réseaux, le regard des autres? Quand ce déclencheur apparaît, tu deviens comment? Pressé? Justificatif? Dur? Fuyant? Trop gentil? Trop froid? Tu as une signature, et cette signature attire une réalité qui lui ressemble. Ce n'est pas une théorie, c'est un constat. Chaque fois que tu te recalibres, tu changes ta signature. Et quand ta signature change, ce qui te trouve change. La partie inédite, celle qui donne l'impression d'accéder à quelque chose de rare, c'est que ce protocole ne dépend pas de ton humeur, il dépend d'un entraînement. Quelques secondes par jour. Les gens pensent qu'il faut méditer 1 heure. Non, il faut apprendre à créer un micro-espace entre le stimulus et la réponse. Ce micro-espace devient une nouvelle identité. Tu veux une méthode concrète, sans folklore. Très bien. Chaque matin, avant le téléphone, avant les messages, tu poses une phrase de centre, une seule. Pas une affirmation sucrée, une phrase froide, stable. Aujourd'hui, je choisis d'agir depuis la clarté, pas depuis l'urgence. Puis, dans la journée, à chaque fois que tu sens l'ancienne réaction arriver, tu fais un geste discret, une respiration profonde, un relâchement des épaules, une pause d'1 seconde. Et tu poses une question qui coupe le pilote automatique. Qu'est-ce que je choisirais si je n'avais rien à prouver? Cette question est un scalpel. Elle tranche le faux moi. Elle révèle le vrai. Ensuite, tu réponds avec peu de mots. Tu décides, tu agis et tu acceptes le coup. Oui, il y a un coup. Parce que le recalibrage te fait perdre certains avantages toxiques. Tu perds la validation facile, tu perds les excuses, tu perds les drames familiers, tu perds parfois des personnes, mais tu récupères quelque chose de beaucoup plus précieux, ta trajectoire. Et c'est là que l'open loop du début revient te regarder en face. La règle cachée que je t'ai annoncée n'est pas un secret mystique, c'est une loi de direction. La vie ne t'obéit pas quand tu demandes, elle s'organise quand tu émets un centre stable. Ce centre stable est la clé. Et plus loin dans le livre, je te montrerai comment ce centre devient une force qui influence le timing lui-même, comme si la réalité cessait de te tester et commençait à coopérer. Pour l'instant, retiens une chose. Recalibrer n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est retirer la main du monde de ton volant. Et la première fois que tu le fais vraiment, tu le sens.
pas comme une pensée, comme un silence puissant, comme si enfin tu étais à l'intérieur de ta propre vie, pas à côté. Chapitre 9. Les fuites d'énergie qui ruinent les ambitieuses et les ambitieux. À partir d'un certain niveau, ce n'est plus ce que tu fais qui te bloque, c'est ce que tu laisses ouvert. Une conversation jamais clarifiée, une promesse faite trop vite, une peur qu'on nourrit en secret, une porte mentale entr'ouverte qui te vole de la présence, jour après jour. Tu crois que tu manques de temps. En réalité, tu manques d'étanchéité. Les gens puissants ne sont pas ceux qui ont des journées plus longues, ce sont ceux qui ont moins de fuites. Ils ne dispersent pas leur énergie dans des boucles inachevées. Ils ferment, ils tranchent, ils simplifient. Et surtout, ils ne laissent pas les autres occuper leur esprit gratuitement. Regarde ta tête quand tu es seul. Est-ce qu'elle est calme ou est-ce qu'elle rejoue des scènes, des phrases, des injustices, des « j'aurais dû dire », des « il faut que je réponde ». Si ton esprit rejoue, c'est qu'une boucle est ouverte. Et une boucle ouverte consomme ton pouvoir comme un robinet mal fermé. Tu peux être discipliné, organisé, motivé. Si tes boucles restent ouvertes, tu seras lent. Pas à cause d'un manque d'intelligence, à cause d'un manque de fermeture. La plupart des personnes ambitieuses vivent comme si leur énergie était infinie. Elles disent oui par politesse, elles gardent des relations floues par confort, elles acceptent des compromis par peur du conflit. Puis elles s'étonnent d'être fatiguées. Ce n'est pas la quantité de travail qui les épuise, c'est la quantité de non-dits. Un mentor millionnaire apprend tôt une chose simple. Tout ce qui n'est pas clair te coûte. Chaque zone grise est une taxe. Taxe émotionnelle, taxe mentale, taxe relationnelle. Et cette taxe, tu la payes tous les jours, par des micro-tensions, par une vigilance inutile, par une énergie de fond qui reste contractée. Imagine un jeune entrepreneur, Samy, 27 ans. Il a un projet qui pourrait décoller. Il travaille bien, il apprend vite, mais il a un problème. Il laisse les gens entrer dans son espace sans filtre. Un client qui demande des modifications sans fin. Un associé qui ne tranche jamais. Une famille qui critique dès qu'il parle de ses ambitions. Samy n'a pas un problème de stratégie. Il a un problème de frontières. Il a des fuites. Il n'ose pas fermer, parce qu'il confond fermeture et agressivité. Alors il subit, il s'éparpille, il perd du temps. Il finit par se dire qu'il n'est pas fait pour ça. Faux. Il est juste poreux. Le jour où il comprend, il change une seule chose. Il ne négocie plus le cadre. Il annonce ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas et à quelles conditions. Pas avec colère, avec calme. Et soudain, sa vie accélère. Pas parce qu'il travaille plus, parce qu'il arrête de payer la taxe des zones grises. Cette logique est valable pour l'argent. Beaucoup perdent de l'argent par fatigue, pas par ignorance. Fatigue de décider, fatigue d'anticiper, fatigue de gérer des imprécisions. Ils laissent traîner des abonnements inutiles, des dettes floues, des achats impulsifs. Tout ça, c'est de la fuite. L'argent fuit là où l'esprit fuit. À l'inverse, quand tu fermes, tu récupères. Tu récupères de la clarté, puis du temps, puis de l'argent, puis de l'autorité. Et cette autorité attire naturellement des opportunités plus propres. Il y a aussi les fuites sociales, celles qui te paraissent normales parce qu'elles sont répandues. Répondre à tout, être disponible en permanence, se justifier, donner des explications trop longues, montrer qu'on est gentil. Tout ça est souvent une stratégie inconsciente pour éviter un risque. Le risque d'être mal compris, le risque de déplaire, le risque d'être jugé. Mais à vouloir être aimé, tu te vides. Et un esprit vidé devient manipulable. Le monde adore les gens vides. Ils disent oui, ils se suradaptent, ils se fatiguent, ils se taisent, ils acceptent moins que ce qu'ils valent. La fermeture n'est pas un acte dur, c'est un acte propre. Ça commence par une prise de conscience brutale. Tout ce que tu tolères enseigne aux autres comment te traiter. Et surtout, ça t'enseigne à toi-même ton propre prix. Si tu te traites comme quelqu'un de flou, la vie te traite comme quelqu'un de flou. Si tu te traites comme quelqu'un de clair, la vie devient plus claire. Tu vois la mécanique ? Ce chapitre te donne un outil concret, le scan de fuite. Une fois par semaine, tu passes mentalement 4 zones. Argent, carrière, relations, esprit. Et tu poses 4 questions. Argent, qu'est-ce qui sort sans apporter de valeur? Carrière, qu'est-ce qui prend du temps sans faire avancer ma trajectoire? Relation, qui a accès à moi sans respecter mon cadre? Esprit, quelle boucle tourne en fond depuis trop longtemps? Puis tu choisis une fuite à fermer. Une seule, pas 10. Une.
Parce que fermer une fuite change ton niveau d'énergie plus qu'ajouter une nouvelle habitude. Fermer, c'est augmenter ton capital intérieur. Maintenant, une vérité que peu acceptent, fermer crée une solitude temporaire. Quand tu arrêtes d'être disponible, certains disparaissent. Quand tu arrêtes de te justifier, certains s'énervent. Quand tu poses des frontières, tu te traites d'arrogant. C'est normal, parce que tu changes la dynamique. Tu retires aux autres un accès gratuit. Et ce qui était gratuit devient soudain visible. Ceux qui étaient là pour la version poreuse de toi ne supportent pas la version stable. Ne panique pas, tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de filtrer. Le mentor millionnaire ne cherche pas à plaire à tout le monde, il cherche à être cohérent. Et la cohérence a un coût initial, mais elle paie des intérêts composés, parce qu'une vie cohérente attire des personnes cohérentes, des projets cohérents, des gains cohérents, une paix cohérente. Il y a aussi une fuite d'identité. Elle arrive quand tu te comportes comme quelqu'un que tu n'es plus, juste pour maintenir une image. Tu ris à une blague qui ne te fait pas rire, tu dis ça va quand tu sais que non, tu prétends être d'accord pour éviter une tension. Chaque fois, tu perds un morceau de toi, et ce morceau perdu devient une fatigue silencieuse. Cette fatigue te rend irritable, moins créatif, moins courageux, et tu penses que tu es stressé. En réalité, tu es fractionné. Le recalibrage des chapitres précédents t'a remis au centre. Maintenant, tu dois protéger ce centre. Pas en construisant des murs, en arrêtant les fuites. Tu veux une micro-histoire très réelle? Clara, 25 ans, veut progresser vite. Elle dit oui à tout au travail. Projet, urgence, réunions inutiles. Elle veut être appréciée. Résultat, elle est partout, mais on ne la voit pas. Parce qu'elle n'a plus de forme. Elle devient un outil, pas une force. Un jour, elle ferme une fuite. Elle refuse une réunion inutile, calme, sans justification. Elle propose une alternative écrite. Le manager est surpris. Rien n'explose. Et dans les semaines qui suivent, les gens la respectent plus. Pas parce qu'elle est plus gentille, parce qu'elle a une colonne vertébrale. Fermer une fuite peut être aussi simple que ça. Ce chapitre est aussi un avertissement. Les fuites attirent des prédateurs. Pas forcément des gens méchants, des gens opportunistes, des gens pressés, des gens qui prennent l'espace disponible. Si tu es flou, tu offres de l'espace. Si tu es clair, tu offres un cadre. Et un cadre change la qualité de tout ce qui entre dans ta vie. Maintenant, je reviens à la règle cachée parce que tu es prêt à la voir sous un autre angle. La vie ne se transforme pas quand tu ajoutes, elle se transforme quand tu retires ce qui brouille ton signal. Les fuites brouillent ton signal. Elles te remettent dans la réaction, elles te remettent en demande, elles te dispersent. Et quand ton signal est dispersé, la réalité te répond de façon dispersée. Opportunités partielles, relations ambiguës, argent instable, énergie basse. Tu veux une trajectoire nette, deviens net. Tu veux du respect, deviens non négociable sur ton cadre. Tu veux de l'argent propre, arrête les décisions prises par fatigue. Tu veux des relations solides, ferme les zones grises. Et si tu te demandes comment savoir quoi fermer en premier, prends la fuite qui te coûte de la paix, parce que la paix est l'indicateur le plus fiable. Quand tu fermes ce qui te vole de la paix, tu récupères ton centre. Et quand tu récupères ton centre, tu récupères ton pouvoir de création. Alors je te laisse avec une image simple. Ta vie est un réservoir. Ton ambition est le moteur. Les fuites sont les trous. Tu peux changer le moteur, pousser plus fort, accélérer. Si le réservoir fuit, tu tomberas toujours en panne. Le geste le plus intelligent n'est pas d'ajouter de la vitesse, c'est de colmater. Et quand tu colmates vraiment, tu le sens immédiatement. Le silence revient, la présence revient, et ton futur redevient un territoire, pas une menace. Chapitre 10. Le standard qui attire ce que tu mérites vraiment. Il existe une différence que la plupart des gens ne comprennent jamais, même en travaillant dur toute leur vie. Ils pensent que la réussite vient d'un effort supérieur. En réalité, la réussite durable vient d'un standard supérieur. Un standard n'est pas un objectif. Un objectif est une destination. Un standard est une règle de fonctionnement. L'objectif dit « je veux ». Le standard dit « je n'accepte plus ». Et la vie répond plus vite à ce que tu n'acceptes plus qu'à ce que tu veux vaguement. Parce que le vouloir peut cohabiter avec le doute. Le standard, lui, ne cohabite avec rien. Il tranche. Et ce tranchant, calmement assumé, change ton monde. Beaucoup vivent avec des standards faibles sans le savoir. Ils tolèrent des retards, des zones grises, des excuses, des promesses molles, des relations bancales, des finances floues.
Puis il s'étonne d'avoir une vie moyenne. Une vie moyenne n'est pas une punition, c'est la conséquence d'un standard moyen. Le mentor millionnaire ne devient pas riche parce qu'il est chanceux. Il devient riche parce qu'il est strict avec ce qu'il laisse entrer dans son esprit, son temps, ses finances, ses relations. Pas strict au sens agressif, strict au sens net. Il sait qu'un standard n'est pas une humeur, c'est une identité. Et c'est ici que beaucoup se sabotent. Ils confondent standard et motivation. Ils se disent « demain je serai plus discipliné, plus organisé, plus ambitieux ». Puis la semaine passe, la tension revient et ils retombent dans les mêmes concessions, parce qu'ils n'ont pas changé le standard. Ils ont seulement essayé de faire plus avec le même niveau d'acceptation intérieure. Un standard se construit en répondant à une question très simple mais très brutale. Qu'est-ce qui est normal pour moi? Ce mot « normal » est un révélateur. Si tu considères normal d'être stressé, tu créeras des raisons d'être stressé. Si tu considères normal de courir après les gens, tu attireras des gens fuyants. Si tu considères normal de manquer, tu prendras des décisions qui entretiennent le manque. La vie se cale sur ton normal. Tu peux lire 1000 livres. Si ton normal ne change pas, rien ne change. Prenons l'argent, de façon concrète. Beaucoup veulent gagner plus, très bien, mais leur standard financier est faible. Ils laissent sortir l'argent sans cadre. Ils font des achats pour se calmer. Ils évitent de regarder les chiffres. Ils repoussent les décisions. Ils négocient leur valeur à la baisse, puis se vengent en dépenses impulsives. Résultat, instabilité. Le standard millionnaire n'est pas « je veux plus », c'est « je ne tolère plus le flou ». Il regarde, il mesure, il décide, il réduit les fuites, puis il augmente la valeur. Il n'attend pas d'être motivé pour être clair. Il est clair, donc il devient motivé. La clarté crée l'énergie, pas l'inverse. Même chose pour la carrière. Beaucoup disent « je veux un poste meilleur », mais leur standard professionnel est faible. Ils acceptent d'être interrompus à tout moment. Ils répondent à tout. Ils laissent les autres fixer le rythme. Ils deviennent utiles au lieu d'être précieux. Le mentor millionnaire se pose une question différente. Quelle est ma zone non négociable de création? Chaque jour ou chaque semaine, il bloque un espace où personne n'a accès à lui. Pas pour fuir, pour produire. Parce qu'il sait que la valeur naît du calme, pas du bruit. Un standard de création protège ton futur. Un standard de réactivité protège seulement le présent des autres. Et si tu n'as pas de standard, tu deviens un terrain public. Tout le monde marche dessus. Ensuite, tu te demandes pourquoi tu n'avances pas. Dans les relations, le standard est encore plus décisif. Parce qu'une relation n'est pas seulement une émotion, c'est une structure. Beaucoup tolèrent des comportements qu'ils n'osent pas nommer. Le manque de respect léger, le flou, les messages quand ça arrange, les promesses non tenues, les excuses répétées. Ils tolèrent parce qu'ils ont peur de perdre. Mais ce qu'ils perdent déjà, c'est leur centre. Le mentor millionnaire, c'est quelque chose de simple. Ce que tu tolères devient la règle. Ce que tu refuses calmement devient ta réputation. Et ta réputation façonne les opportunités humaines autour de toi. Si tu es flou, tu attires le flou. Si tu es net, tu attires des gens nets. Pas parce que c'est moral, parce que c'est compatible. Maintenant, voici le point le plus important. Un standard n'est pas une liste de choses à faire, c'est une ligne intérieure. Tu sais exactement quand tu l'as franchie parce que tu le sens dans le corps. Fatigue, irritation, tension, perte d'envie. Ce sont des signaux, pas des défauts. Ils te disent que tu as accepté quelque chose qui n'est pas au niveau de ta trajectoire. Le standard commence quand tu arrêtes d'expliquer ce signal et que tu l'écoutes. Tu veux un protocole simple, sans folklore? Voici. Tu choisis 3 standards. Un pour l'argent, un pour le travail, un pour les relations. 3, pas 10. Et tu les écris mentalement comme des règles de jeu. Argent, exemple, je ne dépense jamais pour calmer une émotion. Je peux dépenser pour un projet, une expérience, une santé, mais pas pour anesthésier. Travail, exemple, chaque semaine, je protège au moins un bloc de création profonde, sans message, sans notification, sans interruption. Relation, exemple, je ne reste pas dans une relation où le respect dépend de l'humeur de l'autre. Ces standards ne sont pas des souhaits, ce sont des frontières, et la frontière n'existe que si tu la fais respecter. Une seule fois suffit pour changer ton identité. Parce qu'à la première fois où tu appliques un standard, tu te prouves à toi-même que tu es sérieux. À la seconde, tu deviens stable. À la troisième, tu deviens dangereux pour ton ancien destin, parce que ton normal change. La plupart des gens échouent ici pour une raison précise. Ils veulent appliquer un standard sans payer le prix social ou émotionnel. Or, un standard coûte. Il coûte des habitudes. Il coûte des relations mal calibrées. Il coûte une image. Tu vas décevoir des gens. Tu vas surprendre. Tu vas être testé. Pas pour méchanceté, par inertie. Quand tu changes ton niveau, l'environnement vérifie si c'est réel. Si tu cèdes une fois, tu enseignes que ton standard est négociable. Si tu tiens, calmement, sans drame, tu enseignes l'inverse.
Et à ce moment-là, quelque chose de très particulier arrive. Les négociations cessent, les demandes deviennent plus propres, les opportunités deviennent plus sérieuses. Pas parce que le monde t'aime, parce que tu comprends que ton centre ne se déplace plus. Je te donne une micro-histoire. Hugo, 29 ans, freelance, bon mais sous-payé. Il se plaint intérieurement, puis il accepte quand même les petits budgets parce qu'il a peur du vide. Son standard réel est « je prends ce que je peux ». Un jour, il décide de changer une seule règle. Plus de projets en dessous d'un seuil précis. Il annonce calmement ses tarifs, il perd 2 clients. Il panique, il veut revenir en arrière. Il tient. 2 semaines plus tard, un client plus sérieux arrive, justement parce que son positionnement est clair. Ce n'est pas magique, c'est un filtre. Le standard n'augmente pas seulement tes revenus, il améliore la qualité des gens qui te trouvent. Maintenant, je vais relier ça à l'open loop que je t'ai promis au début. La règle cachée, celle qui donne l'impression d'accéder à quelque chose d'inédit, n'est pas un secret ésotérique, c'est une mécanique de réalité. Le monde n'est pas attiré par ton désir, il est attiré par ta cohérence. Et la cohérence se prouve par des standards appliqués quand c'est inconfortable, pas quand c'est facile. Quand tu tiens un standard sous pression, tu changes de niveau. Et ce changement de niveau modifie le type d'événement qui te rencontre. Tu appelles ça chance. En réalité, tu as juste arrêté d'émettre un signal négociable. Alors la réalité cesse de te donner des situations négociables. C'est là que la vie commence à coopérer. Pas parce qu'elle t'offre un cadeau, parce que tu es devenu quelqu'un avec un cadre. Maintenant, fais l'exercice intérieur. Quel est ton standard le plus faible aujourd'hui? Pas ce que tu veux améliorer, ce que tu tolères. Tolères-tu le flou financier? Tolères-tu d'être interrompu en permanence? Tolères-tu des relations tièdes? Tolères-tu de te trahir pour rester aimé? Choisis une seule zone, une, et imagine-toi appliquer un standard dès cette semaine. Pas grandiose, juste net. Un non calme, une décision claire, une dépense coupée, un message envoyé, une limite posée. Ressens l'inconfortable, puis observe ce qui se passe quand tu ne cèdes pas. C'est là que la transformation devient réelle. Parce que tu ne changes pas seulement tes résultats, tu changes ce que tu acceptes comme normal. Et quand le normal change, le destin change avec lui. Chapitre 11. Le levier interdit du temps et pourquoi tu l'utilises à l'envers. Tu crois manquer de temps. C'est presque toujours faux. Tu manques de direction dans le temps. Ce n'est pas la même chose. Le manque de temps, c'est quand l'agenda est plein. Le manque de direction, c'est quand tes heures travaillent pour ta survie au lieu de travailler pour ton futur. La majorité des gens ambitieux vivent comme des pompiers. Ils éteignent des urgences, ils répondent, ils s'adaptent, ils gèrent des demandes. Ils appellent ça être productif. Mais leur temps n'est pas un actif, c'est une dépense. Et tant que ton temps est une dépense, tu ne construis pas. Tu avances juste assez pour recommencer demain. Le mentor millionnaire regarde le temps comme un levier de réalité, pas comme une ressource à remplir, une ressource à orienter. Il sait que 2 personnes peuvent travailler le même nombre d'heures et produire 2 vies opposées. L'une répète, l'autre compresse. L'une vit dans l'immédiat, l'autre fabrique l'inévitable. Il y a une erreur centrale qui ruine les gens intelligents. Ils mettent leur meilleur esprit dans les tâches les plus faibles. Ils donnent leur présence aux messages, aux notifications, aux petites demandes. Puis ils gardent ce qu'il reste pour les décisions majeures. C'est l'inverse de la puissance. Si tu donnes de la clarté au bruit, tu n'en as plus pour créer. Tu deviens réactif par fatigue. Et la fatigue crée des choix médiocres. Pas parce que tu es médiocre, parce que ton énergie noble a été vendue à bas prix. La question n'est pas combien d'heures tu travailles. La question est à quel niveau d'attention tu les investis. Le temps est un capital. L'attention est le taux d'intérêt. Si ton attention est fragmentée, ton capital ne fructifie pas, il s'évapore. Tu l'as déjà vécu. Une journée remplie, mais vide. Tu as fait 1000 choses, mais rien qui change ton futur. C'est là que le levier interdit apparaît. Les riches calmes ne gagnent pas parce qu'ils vont plus vite. Ils gagnent parce qu'ils protègent une chose que les autres laissent piétiner. Leur créneau sacré. Pas une routine Pinterest, pas une habitude esthétique. Un bloc de temps où aucune urgence extérieure n'a le droit d'entrer. Parce que c'est dans ce bloc que le futur se fabrique. Le futur ne se fabrique jamais entre 2 notifications. Il se fabrique dans le silence, dans la profondeur, dans une attention continue. Et c'est précisément ce que l'époque rend rare, donc précieux, donc rentable. Imagine un jeune ambitieux, Nassim, 23 ans. Il veut monter en compétences, gagner plus, changer de niveau. Il lit, il regarde des vidéos, il note des idées. Mais chaque jour, il répond aux gens.
Il saute d'une tâche à l'autre. Il se couche avec l'impression d'avoir couru. Au fond, il n'a pas construit, il a consommé. Un jour, il décide une règle simple. Chaque matin, 60 minutes de profondeur avant tout. Pas de téléphone, pas de messagerie, pas de réseau. Il choisit un seul chantier, une compétence monétisable, une offre, une page de vente, un portfolio, une stratégie. Il avance un bloc. Au début, c'est inconfortable. Son cerveau cherche le bruit, son corps réclame la dopamine facile. Il tient quand même. Au bout de 2 semaines, quelque chose change. Il n'a pas plus de temps, il a plus de poids dans son temps. Ses heures deviennent denses, il commence à voir des opportunités qu'il ne voyait pas, parce que sa tête n'est plus saturée. Et surtout, il commence à se respecter. La vraie richesse commence là, le respect de soi dans la gestion du temps. Beaucoup pensent que dire oui rapidement est une qualité. C'est souvent une faiblesse. La rapidité n'est pas la valeur, la précision est la valeur. Le mentor millionnaire n'est pas lent, il est sélectif. Il comprend un principe simple, chaque oui est un non caché. Si tu dis oui à une réunion inutile, tu dis non à ton projet. Si tu dis oui à une conversation qui tourne en rond, tu dis non à ta santé mentale. Si tu dis oui à une urgence d'autrui, tu dis non à ta trajectoire. Et le pire, c'est que tu le fais sans t'en rendre compte. Puis tu te plains de ne pas avancer. La solution n'est pas de te discipliner plus fort, la solution est de hiérarchiser ton attention. Tu dois décider où ton esprit de haute qualité se pose. Parce que ton esprit de haute qualité ne dure pas toute la journée. Il a une fenêtre, une période où tu es clair, tranchant, créatif. Si tu gaspilles cette fenêtre sur des détails, tu perds la journée. Tu peux être actif après, mais tu seras moins noble. Et l'activité sans noblesse produit du moyen. Voilà une question qui te met face à toi-même. À quel moment de la journée ton esprit est le plus pur? Matin? Fin de la matinée? Soir? Peu importe. Identifie-le. Puis demande-toi ce que tu fais exactement pendant ce créneau. Est-ce que tu construis ou est-ce que tu réagis? Et cette réponse est un diagnostic de ton futur. Parce que le futur est produit par tes meilleurs moments, pas par tes restes. Maintenant, parlons argent, parce que le temps et l'argent sont liés de façon brutale. Quand tu vends ton meilleur temps à bas prix, tu crées une identité de manque. Quand tu protèges ton meilleur temps, tu crées une identité de valeur. Et cette identité change tes tarifs, tes négociations, tes choix. Beaucoup travaillent trop pour trop peu, puis ils utilisent l'argent pour se calmer. Ils achètent, ils compensent, ils se distraient. C'est une boucle. Travail fragmenté, fatigue, dépenses, culpabilité, encore plus de travail fragmenté. Le mentor millionnaire casse la boucle au niveau du temps. Il ne cherche pas d'abord à gagner plus, il cherche à produire plus de valeur par heure de profondeur. Et la valeur par heure augmente quand l'attention est continue. Tu veux une micro-règle simple? Chaque jour, protège un bloc de création, même 30 minutes, mais intouchable. C'est ton investissement. Tout le reste est exploitation. Sans investissement, tu restes salarié de ta propre vie. Avec investissement, tu deviens propriétaire de ton futur. Ce chapitre est aussi un avertissement relationnel. La plupart des gens laissent leur entourage définir leur temps. Pas toujours de malveillance, par habitude. Tu es disponible, donc on te sollicite. Tu réponds vite, donc on s'attend à une réponse vite. Tu es flexible, donc on te plie. Et un jour, tu te réveilles épuisé, avec une vie remplie d'agendas d'autrui. Le mentor millionnaire protège son temps comme il protège son esprit. Il n'explique pas trop, il annonce, il cadre, il respecte. Parce qu'il sait que si lui ne respecte pas son temps, personne ne le fera à sa place. Tu peux être gentil sans être accessible. Tu peux être généreux sans être poreux. Tu peux être présent sans être capturable. C'est ça, le niveau supérieur. Et voici la partie qui dérange. Tu devras accepter que certaines personnes n'aiment pas ta montée en standard temporel. Elles appelaient ta disponibilité amitié. Elles appelaient ta vitesse de réponse respect. Elles appelaient ton oui automatique gentillesse. Quand tu changes, elles se sentent privées. C'est normal. Ne te justifie pas, ne te durcis pas, reste calme. Ton temps est ton temple. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir une direction. Maintenant, je te donne un protocole de compression. Simple, applicable, sans folklore. Premièrement, chaque soir ou chaque matin, choisis une seule action qui crée du futur. Une, pas 5. Une qui, si tu la répètes, change ta trajectoire en 90 jours. Deuxièmement, bloque un créneau court mais pur pour cette action.
Quatrièmement, coupe l'accès au bruit pendant ce créneau. Cinquièmement, termine ce créneau avec une trace concrète, une page écrite, une offre envoyée, un script, un plan, un appel, une création. Pas une intention, une trace. Sixièmement, protège ton rythme. La puissance vient de la répétition, pas de l'exploit. Si tu appliques ça, tu vas ressentir quelque chose. Une sensation de contrôle intérieur. Pas le contrôle anxieux, le contrôle souverain, celui de savoir que tu as construit aujourd'hui même si le monde n'a rien applaudi. Et c'est exactement là que la vie commence à changer. Parce que tu n'es plus dépendant du résultat visible pour valider ta journée. Tu es dépendant de ton investissement. Et l'investissement finit toujours par se matérialiser. Toujours. Plus tard, je te montrerai pourquoi ce mécanisme semble parfois plier le timing, comme si certaines rencontres et certaines opportunités arrivaient pile au moment où ton bloc de profondeur devient une habitude. Mais pour l'instant, tu n'as besoin que d'une chose. Arrêter de vivre comme un salarié de l'urgence et commencer à vivre comme un propriétaire de ton attention. Chapitre 12. La vérité sur la discipline que personne n'avoue. La plupart des gens parlent de discipline comme si c'était une qualité morale, comme si certains l'avaient et d'autres non. C'est faux. La discipline n'est pas une vertu, c'est un design, un système. Et si tu dépends de la motivation pour être discipliné, tu perdras toujours, parce que la motivation est un climat. La discipline est une architecture. Tu ne construis pas une fortune sur un climat, tu la construis sur une architecture. Les ambitieux se font piéger par une illusion. Ils pensent que la discipline, c'est se forcer, se pousser, se faire violence, tenir, résister. C'est pour ça qu'ils commencent fort et s'écroulent. Parce que la violence intérieure n'est pas stable, elle brûle du carburant psychologique. Et quand le carburant est vide, tu redeviens toi-même, pas le toi inspiré, le toi automatique, celui qui reprend les vieux réflexes. Le mentor millionnaire ne se discipline pas en se frappant mentalement. Il se discipline en rendant certaines actions inévitables. Il ne joue pas contre lui-même, il change les règles du jeu. La discipline la plus puissante est celle qui ne demande presque pas de volonté. Et c'est là que la plupart ratent le point. Ils veulent être forts, ils devraient être intelligents, parce que la volonté est une ressource limitée. L'identité, elle, est une ressource stable. Si tu essaies de tenir un nouveau niveau avec de la volonté, tu vas perdre. Si tu installes un système qui te ramène automatiquement au niveau, tu gagnes. La discipline réelle n'est pas une bataille quotidienne, c'est une mise en place initiale, puis une protection. Ce chapitre va te montrer comment, mais d'abord, une vérité inconfortable. Tu n'es pas indiscipliné, tu es discipliné dans le mauvais sens. Regarde ta vie. Si tu procrastines, tu es discipliné à procrastiner. Si tu scrolles, tu es discipliné à scroll. Si tu te couches tard, tu es discipliné à te coucher tard. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des routines installées. Donc la question n'est pas comment devenir discipliné. La question est comment déplacer ta discipline vers ce qui te construit. Le premier levier est la friction. L'être humain fait ce qui est facile, même quand c'est stupide, et il évite ce qui est difficile, même quand c'est vital. La discipline consiste à inverser les frictions. Rendre ce qui te détruit plus difficile, rendre ce qui te construit plus facile. C'est froid, mais c'est vrai. Un mentor millionnaire ne se demande pas s'il a envie. Il se demande quelle friction il a installée. Exemple simple, tu veux travailler sur ton projet 1 heure par jour. Si ton téléphone est à côté de toi, tu as déjà perdu. Pas parce que tu es faible, parce que la friction est contre toi. La dopamine est proche, l'effort est loin. Inverse, téléphone hors pièce, espace de travail prêt, objectif clair. Tu viens de créer de la discipline sans force. Deuxième levier, la clarté de l'action unique. Beaucoup échouent parce qu'ils se donnent 10 objectifs. Leur cerveau fuit, il se sent écrasé, il choisit le confort. La discipline aime une seule cible, une action répétable, une action qui, répétée, change ton niveau. Si tu es ambitieux, tu n'as pas besoin de 1000 habitudes, tu as besoin d'une habitude reine. Celle qui crée le plus de futur. 1 heure de création profonde, une session de sport, 1 heure d'apprentissage monétisable. Peu importe, mais une seule. Les autres viennent ensuite. Troisième levier, l'identité du minimum non négociable. Le problème de beaucoup n'est pas qu'ils ne font rien, c'est qu'ils négocient tous les jours. Ils décident chaque matin s'ils vont faire ou non. Cette décision quotidienne est un poison. Elle coûte de l'énergie mentale. Elle ouvre la porte aux excuses.
Le mentor millionnaire ne décide pas chaque jour, il a un minimum, un plancher. Même les jours mauvais, il touche son plancher. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la continuité, parce qu'il sait que la continuité est plus puissante que l'intensité. L'intensité te fait briller, la continuité te transforme. Imagine un ambitieux, Yacine, 28 ans. Il veut changer de niveau. Il se fait un planning parfait. Il tient 4 jours. Puis il rate un jour. Il se juge. Il se dit que c'est foutu. Il abandonne. Ce n'est pas un problème de discipline, c'est un problème de plancher. S'il avait un minimum, 20 minutes, un exercice, une page de lecture active, une action de vente, un seul truc, et ensuite installe la friction, rend-le facile, prépare l'espace, coupe le nouilles, décide à l'avance, puis surtout, arrête de négocier. Tu n'as pas besoin d'inspiration pour faire ton minimum, tu as besoin d'honneur. L'honneur n'est pas un mot ancien, c'est la capacité à te faire confiance. Parce qu'au fond, la discipline ne sert pas à impressionner le monde, elle sert à te prouver que tu peux compter sur toi. Et quand tu peux compter sur toi, tout le reste devient négociable. Le monde peut être instable, tu restes stable. Les autres peuvent douter, tu restes en mouvement. Les résultats peuvent tarder, tu continues. Et c'est exactement comme ça que les trajectoires se renversent. Pas par un déclic spectaculaire, par une architecture simple tenue dans le temps. Chapitre 13. La bascule sociale qui crée l'argent et l'influence. À un moment, l'ambition pure ne suffit plus. Tu peux être discipliné, talentueux, intelligent, si tu restes seul dans ta bulle, ta progression ralentit. Pas parce que tu manques de valeur, parce que la valeur a besoin de circulation. L'argent, l'influence, les opportunités, tout ça circule dans des réseaux humains. Et ce que personne ne te dit franchement, c'est que ta trajectoire est souvent bloquée, non par tes compétences, mais par ton niveau social intérieur. Pas ton nombre d'amis, pas ton réseau LinkedIn. Ton niveau social intérieur, c'est ta capacité à créer de la confiance, de la clarté et de la valeur perçue en présence d'autres humains. Beaucoup de jeunes ambitieux ont un problème silencieux. Ils pensent que le monde est une compétition de CV. Il ne l'est pas. C'est une compétition de confiance. La confiance précède l'argent. La confiance précède les portes ouvertes. La confiance précède les collaborations. Et cette confiance ne se mendie pas. Elle se dégage. Elle se construit par une posture, par des signaux, par des standards. Tout ce qu'on a vu avant converge ici. Parce que si tu es encore en demande, si tu es encore réactif, si tu as encore des fuites d'énergie, tu deviens socialement instable. Tu parles trop ou pas assez. Tu te justifies. Tu cherches à plaire, tu veux être accepté. Et cette énergie est repérée immédiatement. Les gens ne te jugent pas moralement, ils évaluent un risque, puis ils te classent. C'est brutal, mais vrai. Maintenant, je vais te donner une vérité rare. L'influence n'est pas du charisme. L'influence est la conséquence d'un centre stable. Quand tu es stable, tu rassures. Quand tu rassures, on t'écoute. Quand on t'écoute, tu peux créer. Quand tu peux créer, tu monétises. Beaucoup pensent qu'il faut apprendre à parler. Ils devraient apprendre à tenir le silence. Parce que le silence bien tenu est un signal de puissance. Pas le silence timide, le silence choisi. Le silence qui dit « Je suis à l'aise, je ne suis pas en train de chercher votre validation ». Ça change tout dans une négociation, dans un entretien, dans une rencontre. Les gens disent qu'ils veulent être respectés. Le respect ne se demande pas. Il se déclenche par des micro-signaux. Ton rythme, ton regard, tes phrases courtes, ta capacité à dire non sans agressivité, ta capacité à ne pas te vendre comme si tu étais en solde. La bascule sociale commence quand tu comprends ceci. Les autres te traitent selon l'idée que tu leur donnes de toi. Et l'idée que tu leur donnes de toi, tu la transmets surtout sans parler. Ton corps, ton calme, ta clarté, tes frontières, voilà ton message principal. Prenons un exemple concret. Tu rencontres quelqu'un de plus avancé que toi, un entrepreneur, un manager, un créateur. Si tu arrives en mode admiration, tu t'écrases, tu survalorises, tu deviens demandeur. Même si tu es poli, tu es inférieur. Et cette dynamique te ferme des portes. Pas parce que l'autre est méchant, parce qu'il sent un déséquilibre. À l'inverse, si tu arrives en mode égalité calme, tu ne joues pas au supérieur, tu ne joues pas aux fans, tu joues au professionnel. Tu poses une question précise, tu apportes une observation utile, tu proposes une valeur claire.
Tu n'attends pas qu'ils te choisissent, tu offres une interaction propre. Et d'un coup, tu deviens intéressant. La plupart des opportunités ne viennent pas de la performance, elles viennent de l'intérêt. Les gens ouvrent des portes à ceux qu'ils perçoivent comme stables, utiles, clairs. Ce chapitre t'apprend à devenir cette personne sans jouer un rôle. Il y a 3 erreurs sociales qui ruinent les ambitieux. Première erreur, parler trop pour prouver. Quand tu parles trop, tu dis en sous-texte « je veux être validé ». Le mentor millionnaire parle peu, mais chaque phrase a une intention. Il ne raconte pas sa vie, il cadre, il révèle juste assez. Deuxième erreur, être trop disponible. La disponibilité permanente est une fuite d'énergie et un signal de faible standard. Si tu réponds à tout, tu n'as pas de centre, tu es capturable. Ceux qui ont de la valeur ont un rythme, ils ne sont pas absents, ils sont structurés. Troisième erreur, chercher à être aimé au lieu d'être respecté. L'amour est instable, le respect est structurant. Et paradoxalement, plus tu es respecté, plus tu peux être apprécié. Mais si tu cherches l'appréciation avant le respect, tu deviens malléable, donc tu perds. Maintenant, le pivot. Tu dois comprendre une règle simple pour passer au niveau supérieur. Les relations puissantes sont des échanges de valeurs, pas des échanges d'émotions. Les émotions peuvent exister, mais elles ne sont pas la base. La base, c'est « qu'est-ce que je peux apporter de clair ?» Pas énorme, clair. Une idée, une compétence, une exécution, une connexion, un feedback honnête, quelque chose qui améliore la vie de l'autre sans te détruire. C'est ça, la valeur. Beaucoup n'osent pas apporter. Ils veulent d'abord recevoir. Ils attendent d'être assez. Ils attendent d'être légitimes. Et ils ratent la fenêtre. La légitimité vient en apportant, pas avant. Si tu veux entrer dans des cercles plus élevés, arrête de demander une place. Deviens une solution. Pas une solution vague, une solution précise. Exemple, tu veux travailler avec un créateur. N'envoie pas un message vague du type « j'adore ce que tu fais ». Tout le monde dit ça. Envoie une observation précise sur un point faible et une proposition claire pour l'améliorer. Une miniature, un script, une structure, une optimisation. Tu passes de fan à pair, et ce changement, c'est de l'or. Maintenant, attention, la bascule sociale ne consiste pas à devenir opportuniste, elle consiste à devenir propre. Les opportunistes sont en demande cachée, ils donnent pour prendre, ça se sent, et ça ferme aussi. Le mentor millionnaire donne parce que donner est sa posture, mais il donne avec un cadre. Il ne se saigne pas, il ne surdonne pas, il ne se vend pas. Il propose, il observe, il sélectionne. Et surtout, il comprend la notion de filtre social. Ton réseau futur n'est pas ce que tu ajoutes, c'est ce que tu filtres. Si tu laisses entrer des gens flous, tu deviens flou. Si tu t'entoures de gens nets, tu deviens net. L'environnement n'est pas un décor, c'est un multiplicateur. La vraie bascule, c'est quand tu acceptes de quitter certaines dynamiques. Les conversations sans ambition, les relations basées sur la plainte, les cercles où le standard est bas. Pas par mépris, par cohérence. Tu ne peux pas construire une vie haute avec une fréquence basse en continu. Tu peux aimer les gens et ne pas vivre à leur niveau. C'est une maturité, pas une trahison. Maintenant, je te donne un protocole social simple. 3 règles. Règle 1, ne parle jamais pour remplir le silence. Parle pour clarifier. Règle 2, ne promets jamais plus que ce que tu peux exécuter rapidement. Exécute vite, puis augmente. Règle 3, ne cherche pas à impressionner. Cherche à être utile avec précision. Si tu appliques ces règles, tu vas voir un changement bizarre. Les gens vont te prendre plus au sérieux sans que tu changes ton niveau réel, parce que ton signal change. La majorité des portes sont fermées non par le manque de compétences, mais par le signal de demande, de flot ou d'instabilité. Quand tu supprimes ces signaux, tu montes dans la hiérarchie sociale sans effort spectaculaire. Et plus tu montes, plus l'argent circule plus facilement vers toi. Parce que la confiance va là où le signal est stable. Et la confiance va là où le signal est stable. Ce chapitre te demande une question honnête. Quand tu es en présence d'une personne qui t'impressionne, est-ce que tu restes toi-même ou est-ce que tu te réduis? Si tu te réduis, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la demande. Et la demande te coûte cher. Si tu veux un futur différent, tu dois apprendre à rester égal dans ton centre, même quand l'autre est plus avancé. Pas pour te croire supérieur, pour ne plus t'abandonner. Parce que chaque fois que tu t'abandonnes socialement, tu enseignes à ton subconscient que tu n'es pas digne de ce niveau.
et ton identité se recale vers le bas. Reste stable, apporte clair, exécute, filtre, et tu verras ce qui se produit. Les gens les plus sérieux te remarquent, pas parce que tu cries, parce que tu rayonnes un standard, un centre, une utilité. Et c'est exactement comme ça que l'influence se construit. Pas par la scène, par la structure intérieure qui tient quand les autres vacillent. Chapitre 14. La règle la plus dangereuse de toutes. L'environnement te programme. Tu peux avoir compris les chapitres précédents. Tu peux même commencer à te recalibrer, fermer des fuites, monter des standards, protéger ton temps, construire ta discipline, améliorer ton signal social. Et pourtant, si ton environnement reste le même, tu vas te faire aspirer lentement. Pas parce que tu es faible, parce que l'environnement gagne à la longue. Il te parle tous les jours, il t'enseigne ce qui est normal, il te dit ce qui est acceptable, il te montre ce que les gens comme toi font ou ne font pas. Et à force, tu finis par obéir, même si tu détestes ça. La majorité des ambitieux échouent ici, parce qu'ils sous-estiment le pouvoir de l'air qu'ils respirent. On croit que l'environnement c'est juste un décor. Faux, c'est une usine à identité. Une usine qui imprime tes croyances, ton énergie, ton rythme, ton niveau de tolérance. Et comme c'est progressif, tu ne le vois pas. Tu crois que tu choisis, mais souvent tu t'adaptes. Tu t'adaptes à des standards bas, à des conversations pauvres, à des peurs collectives. Et un jour, tu te réveilles avec une vie qui ne te ressemble plus. Je vais être clair. Si tu veux une trajectoire haute, tu dois apprendre à traiter ton environnement comme un investissement ou comme un poison, pas comme une fatalité. Tu n'es pas obligé de quitter ta ville demain, ni de couper tous tes proches, mais tu dois comprendre la mécanique. Ton environnement décide ce que ton cerveau considère normal, et ce normal devient ton plafond. La preuve est partout. Mets quelqu'un de discipliné dans un cercle de personnes qui méprisent la discipline, et il va se relâcher. Mets quelqu'un d'hésitant dans un cercle de personnes qui tranchent vite, et il va se renforcer. Mets quelqu'un qui doute dans un cercle de créateurs qui publient sans trembler, et il va changer. L'environnement ne discute pas, il calibre. Et il calibre surtout quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand tu as un moment de faiblesse. Parce que dans ces moments-là, tu ne choisis plus. Tu redeviens automatique. Et ton automatique ressemble toujours à ton environnement dominant. C'est là que la règle devient dangereuse. Le monde peut te voler ta trajectoire sans te voler ton ambition. Il te laisse rêver, il te laisse parler, il te laisse consommer du contenu. Et pendant ce temps, il te laisse baigner dans un bain qui neutralise ton passage à l'action. Tu te sens inspiré, mais tu n'avances pas. Tu connais les concepts, mais tu ne les incarnes pas. Parce que l'environnement te donne l'illusion de progression par la parole, tout en empêchant la transformation par la norme. La norme est la vraie prison. La norme, c'est ce qui te paraît logique, ce qui te paraît réaliste, ce qui te paraît trop ambitieux, trop risqué, trop tôt. Et ce mot « réaliste » est souvent une arme de l'environnement. Réaliste veut dire conforme à ce que les gens autour de toi ont déjà accepté comme limite. Un mentor millionnaire ne respecte pas la réalité sociale, il respecte la réalité mécanique. La réalité mécanique dit ceci. Ce que tu vois autour de toi n'est pas la limite du possible, c'est la limite du possible pour cet environnement. Si tu veux un autre possible, tu as besoin d'un autre environnement, même partiel, même artificiel au début. Et c'est ici que les choses deviennent concrètes. L'environnement se compose de 4 couches. Les lieux, les gens, les informations, les rituels. Lieu. Où tu passes tes heures. Si ton lieu te rend mou, tu vas devenir mou. C'est simple. Un lieu, c'est une suggestion permanente. Un lit appelle le sommeil. Un canapé appelle la distraction. Un bureau net appelle la création. Tu peux te raconter ce que tu veux, ton corps répond à la suggestion du lieu. Les gens. Avec qui tu parles. Pas seulement les amis, les collègues, la famille, les contacts en ligne, les gens qui te nourrissent ou te vident. Les informations, ce que tu consommes, les drames, les peurs, les comparaisons, les polémiques, tout ça imprime ton système nerveux. Rituel, ce que tu fais chaque jour sans réfléchir, ton premier geste du matin, ton dernier geste du soir, tes pauses, tes récompenses. Ces rituels sont des rails, ils te conduisent quelque part, même si tu ne sais pas où. Maintenant, la question qui dérange, dans quelle de ces 4 couches ton environnement est en train de te maintenir petit? Tu n'as pas besoin de te culpabiliser, tu as besoin de voir, parce que voir est déjà une coupure. Tant que tu ne vois pas, tu obéis.
Quand tu vois, tu peux choisir. Et choisir ne demande pas une révolution, ça demande des micro-changements bien placés. Un mentor millionnaire n'essaye pas de changer toute sa vie en un jour. Il déplace une seule couche, mais fortement. Par exemple, il crée un lieu sacré, un espace sans bruit, un espace où la norme est la création, même si cet espace est une table dans un coin. Il crée un rituel d'entrée. Il s'assied, il respire, il ouvre un document, il commence, il répète. Et ce lieu devient une nouvelle identité, parce que dans ce lieu, il est une autre personne. Pas dans l'illusion, dans la répétition. Ensuite, il nettoie l'information. C'est la couche la plus toxique à notre époque. Les gens sous-estiment la violence de l'information. Une mauvaise information le matin et ton système est déjà en défense. Tu ne construis plus, tu réagis, tu compares, tu te disperses. Alors, il met des barrières. Il ne laisse pas le monde entrer dans sa tête dès le réveil. Il choisit le moment où il ouvre les portes. Il ne laisse pas les urgences des autres définir son état. Il comprend que la paix n'est pas un luxe, c'est une condition de création. Sans paix, tu produis du bruit. Avec paix, tu produis de la valeur. Et maintenant, la couche la plus délicate, les gens. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux contrôler ton exposition. Et surtout, tu peux contrôler ton niveau de vérité dans les échanges. Beaucoup se sabotent en jouant un rôle dans leur entourage. Ils deviennent la version acceptable d'eux-mêmes. Ils rient de choses qui les dégoûtent. Ils minimisent leurs ambitions pour ne pas être attaqués. Ils se taisent pour ne pas être critiqués. Et ce théâtre les épuise. Cette fatigue n'est pas due au travail. Elle vient de la trahison quotidienne. Une identité trahie perd sa force. Et sans force, tu replonges. Le mentor millionnaire n'attaque pas son entourage. Il change sa fréquence. Il arrête d'expliquer. Il arrête de convaincre. Il cesse de disputer avec ceux qui ne veulent pas comprendre. Il reste courtois, mais il ne donne plus son centre. Il ne débat plus de sa vision avec des gens qui n'ont pas le niveau intérieur pour la porter. Ce n'est pas du mépris, c'est de l'hygiène mentale. Si tu confies une vision haute à un environnement bas, tu ne reçois pas des conseils, tu reçois des peurs. Et tu appelles ça du réalisme. Voilà pourquoi ton environnement peut être l'ennemi le plus poli de ton avenir. Il ne te dit pas « échoue », il te dit « sois prudent ». Et prudent, quand tu es déjà prudent, veut dire « reste à ta place ». Je vais te donner une micro-histoire. Karim, 30 ans, veut créer un business. Il en parle à son entourage. On se moque gentiment. On lui dit que c'est risqué, que ça ne marche pas, que tout le monde veut faire ça. Il sourit. Il dit « oui, oui ». Mais intérieurement, quelque chose se referme. Il perd l'élan. Il commence à douter. Il consomme plus de contenu au lieu de produire. Il cherche des validations. Son environnement n'a pas tué son rêve frontalement. Il a juste injecté une norme de peur. Karim change une chose. Il ne parle plus de son projet au mauvais endroit. Il choisit un cercle, même petit, même en ligne, où la norme est l'exécution. Il partage avec des gens qui font. Et soudain, il avance. Parce que la norme n'est plus le doute. La norme est l'action. C'est ça l'environnement. C'est la norme. La norme te tire. Le chapitre 13 t'a montré comment l'influence se construit. Ici, tu apprends pourquoi certains n'y arrivent jamais. Ils vivent entourés de normes qui contredisent leur ambition. Ils veulent de la richesse, mais vivent dans un environnement où la richesse est critiquée. Ils veulent de la discipline, mais vivent dans un environnement qui glorifie la distraction. Ils veulent de la clarté, mais vivent dans un environnement qui adore le drame. Et ils se battent contre ça. Ils pensent que c'est un combat de volonté. En réalité, c'est un combat de normes. Et les normes gagnent. Alors, la stratégie est simple. Tu ne combats pas, tu remplaces. Pas tout, juste une partie suffisamment forte pour te recalibrer. Tu crées une enclave, un endroit dans ta vie où les normes sont celles de ton futur. Tu peux faire ça avec 3 outils. Un lieu, un rituel, un cercle. Lieu, un espace dédié. Rituel, une heure dédiée. Cercle, 2 ou 3 personnes, même virtuelles, qui incarnent ton niveau. Et ensuite, tu protèges. Tu protèges ton enclave comme tu protèges ton argent, parce que c'est ton usine à identité. Et si ton identité change, tout le reste suit. Tes standards montent, tes fuites se ferment, ta discipline devient naturelle, ton temps devient un actif, ton signal social devient plus fort. Et là, tu comprends enfin pourquoi certaines personnes ont l'air de changer de vie presque d'un coup. Elles n'ont pas gagné à la loterie, elles ont changé de norme. Et quand la norme change, le destin change, pas dans le ciel, dans le quotidien. Je termine ce chapitre sur une phrase que tu dois garder comme une loi personnelle. Ne demande jamais à un environnement qui n'a pas réussi ce que tu vises de te dire ce qui est possible pour toi. Tu peux écouter par respect, mais tu ne dois jamais calibrer ta vie sur leur plafond. Ton plafond, ce ne sont pas leurs limites. Ton plafond, c'est la qualité de l'environnement que tu choisis de respirer chaque jour. Et si tu comprends ça, alors tu tiens un levier que très peu utilisent. Un levier capable de renverser une trajectoire en silence, sans bruit, sans drame, juste par un changement de norme.
Chapitre 15. La clé finale et pourquoi ta vie va te tester une dernière fois. Tu as maintenant tout ce qu'il faut. Pas des idées, une architecture. Un centre, des standards, des frontières, une discipline qui n'est plus une guerre. Un rapport au temps qui produit du futur. Un signal social plus propre, un environnement qui te programme vers le haut. Mais il reste une dernière vérité, la plus délicate. La vie ne te donne pas ton nouveau niveau parce que tu l'as compris. Elle te le donne quand tu l'as incarné sous pression. Et juste avant un vrai changement, il y a presque toujours un test final. Un test silencieux. Une situation qui ressemble à ton ancien monde. Une proposition qui ressemble à une ancienne tentation. Une relation qui ressemble à un ancien piège. Une fatigue qui te murmure de revenir au confort. C'est là que beaucoup échouent. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils pensent que le test signifie qu'ils n'ont pas progressé. En réalité, le test est la preuve que tu as progressé. Le monde vérifie simplement si ton nouveau centre est réel. Voici la clé finale. Ton destin n'est pas décidé par tes meilleurs jours, il est décidé par tes jours difficiles. Tes jours où tu es fatigué, tes jours où personne n'applaudit, tes jours où l'ancien toi te propose une sortie. C'est là que ton identité se fige. Soit tu confirmes l'ancien signal, soit tu maintiens le nouveau. Et si tu maintiens le nouveau, même sans éclat, alors quelque chose se verrouille. Une fois que c'est verrouillé, tu ne reviens plus en arrière. Ce verrouillage, c'est le point que la plupart ne vivent jamais, parce qu'ils cherchent des preuves avant d'être fidèles à leur centre. Ils veulent que la vie confirme d'abord. Ils veulent un signe, un résultat, une validation. Mais tu sais maintenant que ce mécanisme est inversé. La vie confirme après, toujours. Elle te donne d'abord un espace vide où tu dois rester stable, sans récompense immédiate. Et ce vide te fait peur, parce qu'il ressemble à l'échec. Mais ce n'est pas l'échec, c'est la transition. C'est l'endroit entre l'ancien normal et le nouveau normal. Et pour traverser cet endroit, tu as besoin d'une seule chose, la fidélité à ton centre. Pas la perfection, la fidélité. Tu vas comprendre quelque chose de profond. Les gens qui réussissent vraiment ne sont pas les plus motivés. Ils sont les plus fidèles. Fidèles à leurs standards, fidèles à leur vision, fidèles à leurs frontières, fidèles à leur temps de profondeur, fidèles à leur identité. Ils ne sont pas des machines. Ils chutent, ils doutent, ils se trompent. Mais ils reviennent vite. Ils ne négocient pas leur centre. Ils ne vendent pas leur paix pour un soulagement rapide. Et c'est pour ça que leur vie devient plus simple. Parce qu'ils cessent de créer des complications par faiblesse temporaire. La clé finale est donc une règle de souveraineté. Ne prends jamais une décision importante depuis un état fragile. Fragile, ça veut dire affamé, fatigué, frustré, seul, excité, humilié. Dans ces états-là, tu n'es pas toi. Tu es un système nerveux en défense. Et si tu décides dans ces états, tu ne construis pas ton futur, tu répares ton présent. Tu achètes un soulagement. Et ce soulagement te coûte 1 mois, 1 an, parfois 10 ans. Le mentor millionnaire connaît ce piège. Il ne se fait pas confiance quand il est fragile. Il ralentit. Il ferme les accès. Il revient au centre. Il dort, il mange, il marche, il respire. Puis, il décide. C'est pour ça qu'il semble chanceux. Ce n'est pas de la chance. C'est de l'hygiène décisionnelle. Maintenant, reprenons l'open loop du début. La règle cachée que je t'ai annoncée, celle que tu ne pouvais pas comprendre au départ, tu peux la voir maintenant clairement. La réalité ne se transforme pas quand tu désires plus. Elle se transforme quand tu deviens non négociable sur ton centre. Ton centre stable est ton signal. Ton signal attire, filtre et organise ce qui te rencontre. C'est pour ça que des opportunités apparaissent au moment où tu cesses d'en avoir besoin. C'est pour ça que des relations se nettoient au moment où tu arrêtes de mendier. C'est pour ça que l'argent devient plus régulier au moment où tu deviens clair et propre. Le monde ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce que tu soutiens jour après jour sans te trahir. C'est ça le code. Et c'est pour ça qu'il est si rare. Parce que la plupart ne tiennent pas assez longtemps. Ils veulent un miracle. Ils refusent la fidélité silencieuse. Pourtant, la fidélité silencieuse est le vrai miracle. Elle change ton identité. Et quand ton identité change, ton destin suit.
Je vais te donner une dernière micro-histoire. Jade, 26 ans, veut monter en niveau. Elle commence à appliquer tout ce que tu as appris. Elle ferme des fuites, elle met des standards, elle protège son temps. Elle change son environnement. Pendant 1 mois, elle progresse. Puis, un ancien contact revient avec une proposition facile, rapide, flatteuse, mais mal calibrée. Avant, elle aurait dit oui. Elle aurait eu peur de manquer. Elle aurait accepté, puis elle se serait sentie sale intérieurement, parce que ça ne correspondait pas à sa trajectoire. Cette fois, elle hésite. Elle sent la tentation, le confort, le soulagement. Et c'est là que le test final apparaît. Elle dit non, calme, sans explication. Elle garde son centre. Elle ferme la porte. Le lendemain, elle se sent étrange, un peu vide, comme si elle avait perdu quelque chose. En réalité, elle vient de gagner. Elle vient de prouver à son subconscient que son nouveau standard est réel. 2 semaines plus tard, une opportunité plus propre arrive. Pas parce que la vie la récompense comme un parent, parce qu'elle n'aimait plus le signal du compromis. Elle a libéré l'espace. Et l'espace est un amen pour ce qui correspond. Voilà comment une trajectoire se renverse. Pas par une grande décision visible, par une série de fidélités invisibles. Maintenant, je veux te laisser avec un cadre final, simple, applicable pour la suite de ta vie. 3 piliers. Centre, standard, enclave. Centre. Chaque jour, tu reviens à ton centre avant d'agir. Standard, tu appliques 1 ou 2 frontières non négociables qui protègent ta paix et ta valeur. Enclave, tu maintiens un environnement, même petit, où la norme est ton futur. Si tu fais ça, tu n'as pas besoin de motivation spectaculaire. Tu as une structure, et une structure gagne sur le chaos. La conclusion est brutale, mais libératrice. Ta vie ne changera pas quand tu sauras plus. Elle changera quand tu te respecteras plus. Et se respecter ne consiste pas à se parler gentiment. Se respecter consiste à ne plus se trahir quand c'est inconfortable. C'est tout. Le reste est du bruit. Si tu tiens cette vérité, tu tiens une clé que la plupart cherchent dans des méthodes compliquées. Alors que la clé est simple. Ne bouge plus ton centre. Si tu fais ça, tout ce que tu veux devient une question de temps. Et le temps, tu sais maintenant comment le diriger. Laisse-moi te poser une question importante. Quelle est la décision que tu repousses depuis trop longtemps, celle qui te ferait te respecter immédiatement? Et est-ce que tu es prêt à la prendre aujourd'hui même, sans attendre une validation extérieure? Merci d'avoir écouté ce livre audio de The Millionaire Library. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à enrichir vos connaissances et vos compétences.